Oui, j'ai essayé de faire un petit récapitulatif, une sorte d'historique depuis 1940, les années 40, 43, jusqu'en 2018, 2022. Parce que avant 2022, en tout cas sur la scène mondiale, on ne connaissait que l'IA. Mais à partir de cette date, de manière officielle, naturellement, les recherches ont pris quand même du temps avant d'en arriver là. À partir du 30 novembre 2022, on est passé de l'intelligence artificielle à l'intelligence artificielle générative. C'est un concept totalement différent. Alors pourquoi c'est différent? Parce que simplement, il y a le mot génératif qui est dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des IA qui sont capables de générer. Générer quoi? Plusieurs choses. Elles ont commencé par générer du texte, générer des images, générer du son, de l'audio, et aujourd'hui générer des vidéos. C'est viral aujourd'hui quand on voit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos, mais d'un réalisme, parfois c'est déconcertant. Il faut vraiment bien regarder pour se rendre compte que ce n'est pas vraiment des vidéos qui ont été tournées par des personnes réelles, mais plutôt qui ont été générées par une IA. C'est ça qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle générative. Alors, comment ça fonctionne? Elle est basée sur ce qu'on appelle les NLP. NLP, en anglais, ça veut dire Natural Language Processing. En français, on dit TALM, autrement dit traitement automatique du langage naturel. Je répète, les IA génératives sont basées sur le fonctionnement d'un système qu'on appelle les NLP, NLP pour Natural Language Processing. En français, c'est TALM, traitement automatique du langage naturel. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces systèmes-là, basés sur des algorithmes d'apprentissage, sont capables non seulement de comprendre le langage humain, quelle que soit sa forme, mais également de l'analyser, de recueillir, donc de l'analyser, mais aussi de répondre à ces questions ou à des questions qui sont posées en langage naturel. Et ce langage-là, c'est quoi? C'est la parole, comme vous savez, je vous parle depuis un moment, d'accord? C'est aussi donc textuel, oral, textuel, audio, d'accord? Image, si vous voulez, et aussi vidéo. Voilà comment fonctionnent en fait les NLP. Et ces NLP-là, puisqu'on parle de langage naturel, sont basés sur ce qu'on appelle les systèmes de LLM, Large Language Model. Autrement dit, un nombre massif de données textuelles et audio, si vous voulez, sur lesquelles ces IA sont entraînées au préalable et avec lesquelles elles arrivent à apprendre l'expression, soit écrite, orale, ou même à interpréter des images ainsi que des vidéos. Donc, voilà en fait comment fonctionne ce qu'on appelle les IA génératives. Donc, je vais reprendre cette partie-là. Une IA générative est une IA qui est capable de générer, d'abord, de comprendre, d'analyser et de répondre à des questions en générant du texte, de l'audio, la vidéo, des images. Et c'est ça qui a marqué en fait la disruption en termes de paradigme en fait, de l'IA depuis, officiellement depuis le 30 novembre 2022, lorsque comment il appelle ça encore, Sam Altman a fait cette déclaration. Sam Altman, OpenAI. OpenAI, c'est l'entreprise qui a mis sur pied ou au point ChatGPT qu'on connaît quasiment tous aujourd'hui. Mais c'est ça. Il y en a qui disent qu'il y a un écho qui il y a un écho qui ne parvient pas à entendre. Est-ce que c'est un problème de ton micro qui est ouvert ou... Oui, celui-là, il est ouvert. Hein. Oui, moi j'ai fermé le mien. Oui, ça, j'ai ouvert. Tu as fait... Oui, j'ai coupé le mien pour pouvoir parler. Celui-là, il est ouvert. Attends, je vais vérifier. Excusez-nous une minute. J'ai ouvert ici. Oui, parce que là, c'est moi, moi, j'ai coupé le mien. Donc, l'écho doit être pareil. C'est pas grave. Donc, le code, je l'ai. OK. Parce que moi-même, Vous n'arrivez pas il y a de l'écho. Ou bien je me décline carrément. Je ne sais pas. Hein. Donc, voilà. Ça des appels. Voilà. Il entend de papier. Non, ça c'est, j'ai coupé. On parle aussi. Ah, OK. Oui. OK. C'est bon. Je pense que c'est bon. Donc, voilà en fait le changement de paradigme entre l'IA tout court et l'IA générative, c'est-à-dire l'IA capable de générer du texte, etc. Il faut dire une chose, c'est que le basculement ou le bouleversement des habitudes, qu'elles soient personnelles, profanes, professionnelles ou même estudiantines, a eu lieu avec justement les IA génératives. Pourquoi? Parce que dès lors, on a remarqué, on a compris que l'être humain, nous, en l'occurrence, notre génération, c'est-à-dire donc contemporains et nous, avions passé un cap décisif.
Vous vous rappelez, au départ, dans les années 40, 50, 70, les détracteurs de l'IA disaient que vraiment, une nation qui n'est même pas capable d'apprendre par lui-même, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on peut parler d'intelligence? Et aujourd'hui, justement, ces IA-là sont capables d'apprendre par elles-mêmes grâce à des algorithmes. Alors, il y a trois types d'algorithmes principalement. Il y a ce qu'on appelle l'algorithme de l'apprentissage supervisé, l'algorithme ou les algorithmes d'apprentissage non supervisé et les algorithmes d'apprentissage par renforcement. Voilà les trois types d'algorithmes qui valent ou qui prévalent pour ce qui est de l'apprentissage aujourd'hui. Je reprends l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Alors, le premier algorithme ou le premier type d'apprentissage qu'on appelle apprentissage supervisé, c'est comment ça fonctionne. C'est un apprentissage dans lequel il y a ce qu'on appelle des données étiquetées ou labellisées. C'est-à-dire, je prends le cas des enfants qui commencent à apprendre, à découvrir les objets. Vous montrez à un enfant, à votre fils ou votre petit frère, peu importe, ou votre jeune sœur, plusieurs chats ou plusieurs images de chats. Prenez-le. Chat, chat. Tournez la page, un autre chat, une autre couleur, une autre race, une autre taille, chat, chat. Vous faites ça sur 5, 10, 15 images différentes. Et après, vous le prenez, vous allez montrer un chat qui n'a jamais vu sur la photo. Vous dites, ça c'est quoi? Il va vous dire que c'est un chat. C'est ça qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Vous avez compris? Chaque donnée est labellisée ou étiquetée. Maintenant, le deuxième type d'apprentissage, c'est l'apprentissage non supervisé. Dans ce cas, il n'y a pas de données labellisées. On montre un ensemble de données à un système et lui-même va trouver, par exemple, si vous voulez, une sorte de relation entre ces données-là. Je prends l'exemple du marketing digital. Le marketing digital. On peut donner, par exemple, dans ce cas, un ensemble d'informations et de clients, par exemple, qui achètent, etc., le prix d'achat, etc., les actes qu'ils ont achetés. Et l'algorithme, lui, d'apprentissage non supervisé, va essayer de voir quelle est la relation qu'il y a entre ces différents clients. Et il va peut-être les diviser en deux catégories suivant leur méthode ou leurs habitudes d'achat. Ça, c'est l'apprentissage non supervisé. Le dernier apprentissage, qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, je reviens encore à l'exemple de l'enfant. Vous lui donnez un papier, vous lui donnez un stylo et vous lui dites dessine un chat. Au début, ça va pas vraiment, les contours ne sont pas vraiment très bien faits, etc., etc. Mais à force de l'encourager, de féliciter pour chaque petit progrès qu'il fera, à la fin, il va se perfectionner. Voilà en fait l'image pour expliquer l'apprentissage par renforcement. Alors, tout à l'heure, je disais que nos habitudes ont été profondément bouleversées. Elles ont muté, que ce soit du point de vue personnel, professionnel, estudiantin, etc. Nos habitudes ont été bouleversées. Nous vivons une ère nouvelle. Nous sommes en train d'écrire des pages d'un nouveau livre de disruption et de révolution. Ça, il n'y a aucun contexte par rapport à ça. Alors, certains disent que ça peut être dangereux. C'est vrai. On est humain. Aucune invention humaine, scientifique ou peu importe, n'a été sans danger. Mais rappelez-vous ceci. Tout comme les premières révolutions industrielles qui ont eu lieu avant, la découverte de la machine à vapeur, on a découvert que la combustion du charbon provoquait une chaleur qui peut induire un mouvement avec la machine à vapeur, c'est-à-dire le moteur, qu'on appelle ça le train à vapeur, boîte à vapeur, etc. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu le pétrole, là, tout ce que ça impliquait, moteur à explosion, etc. Ensuite, il y a eu l'électricité, etc. Toutes ces grandes révolutions industrielles avaient pour but trois choses. Premièrement, soustraire l'homme de tâches chronophages, répétitives et astreignantes. Je répète, toutes les grandes révolutions industrielles qu'il y a eu avaient pour but ces trois choses. Soustraire l'homme, ou soulager l'homme, si vous préférez, de tâches chronophages. Chronophage, il y a chronos, dans la mythologie grecque, chronos, le dieu du temps, le temps. Donc, des tâches qui consomment du temps, phage, manger, consommer. Donc, chronophage, qui consomme du temps. Libérer l'homme de tâches répétitives, des tâches qu'on exécute comme ça, sans forcément avoir besoin de réfléchir. Et enfin, libérer l'homme de tâches astreignantes, fatigantes. Et là, je vais faire une petite digression. Parce qu'on parle du travail et d'être allégé par le travail, ou plutôt être allégé par les agents par rapport au travail. Vous savez, l'une des premières choses qu'on a utilisées pour ce qui est, entre guillemets, de système autonome, ce sont les robots. Et les robots ont été utilisés dans des usines, par exemple, de fabrication de voitures, etc. Mais connaissez-vous l'origine du mot robot? Le mot robot dérive ou vient du mot robota en tchèque,
qui signifie travail. Pour la première fois, ce mot robota a été utilisé dans une pièce de théâtre qui a été mise en œuvre, qui a été montée par Karel Čapek. Karel Čapek, 1921. Pour la première fois, le mot robot apparaît. Et dans cette pièce de théâtre, robota, donc le robot, c'est une entité, d'accord, robotisée, humanoïde, plus ou moins, qui exécute des tâches qui jusqu'alors étaient dévolues aux humains. Autre chose, on parle de travail. Connaissez-vous la racine latine du mot travail? C'est intéressant de s'intéresser parfois aux mots et à leur signification parce que ça permet de mieux comprendre certaines choses. Le mot travail dérive de tripalium. Tripalium, c'était un instrument de torture à 3 pieds pour torturer les gens. Oui, mais ce même mot-là, ce même objet dérive de tripalare, qui signifie torturer. Alors, vous imaginez l'ambiance du travail. Ce n'est pas pour rien que très souvent, on dit qu'il faut travailler dur. On dit no pain, no gain en anglais, par exemple. C'est assez chaud. Mais justement, les révolutions technologiques ont toujours eu pour but de soulager l'homme de ce fardeau qu'est le travail, par rapport, bien entendu, au temps qu'il consomme, qu'il peut utiliser à bon escient dans d'autres choses plus intéressantes, et également à la répétitivité des tâches et au côté astreignant également de ces tâches-là. C'est vraiment intéressant de voir en fait tout ça. Et donc, l'IA aujourd'hui nous soulage énormément. Ça nous soulage énormément. Beaucoup se disent, mais écoutez, si l'IA est là comme ça et commence à faire des tâches qui étaient faites par des humains, mais que va-t-il advenir de nos travaux, de nos métiers, de nos jobs, de nos postes? Alors, je ne vais pas vous mentir. Il est vrai qu'il y a des jobs qui vont partir, qui vont disparaître. Mais attention, la plupart d'entre eux ne vont pas disparaître, mais vont être augmentés à l'IA. Donc, ce n'est pas l'IA qui va remplacer l'humain, mais ce sont les humains qui savent utiliser les IA qui vont remplacer les humains qui ne savent pas utiliser. C'est ça le truc. C'est exactement ça. Et puis, on parle de la crise de l'emploi en rapport avec l'apparition de l'IA générative. Alors, on va faire encore un petit saut dans la linguistique, si je peux dire ainsi. Connaissez-vous l'idéogramme chinois du mot crise? Comment on dit crise en chinois? Alors, je vous rassure, je ne sais pas chinois, d'accord? Mais quand même, l'idéogramme chinois du mot crise, est-ce que vous le connaissez? Ça c'est W, bon, bien sûr, je dis ça, la phonétique en français, W-E-D-J-I, Weiji. Alors, je sais que Weiji, dans notre pays, est un prénom. Il y a des gens qui s'appellent Weiji. Mais en chinois, ce n'est pas ça. En chinois, Weiji signifie crise. C'est la concaténation de deux mots, Wei et Ji. Vous savez ce que signifie Wei? Ça signifie danger. Et Ji, qu'est-ce que ça signifie? Opportunité. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, les crises, effectivement, induisent deux choses. Première chose, il y a un danger, on craint, mais derrière chaque danger se cache au moins une opportunité. Et c'est ça, l'IA. C'est magnifique, n'est-ce pas? Parce qu'à côté des métiers, des jobs qui disparaissent à cause de l'IA, si je puis dire ainsi, il y a d'autres métiers qui naissent également grâce à l'IA. Tout à l'heure, M. le directeur a parlé de l'importance de cumuler des compétences, autrement d'être polycompétent, si je peux dire polyvalent. L'IA aujourd'hui joue un rôle prépondérant dans la cybersécurité. Pourquoi? Parce que simplement, dans la cybersécurité, d'accord, grâce à l'IA, on peut encore renforcer les systèmes de défense ou d'autodéfense. Et certains black hats, on appelle ça encore, des experts en cybersécurité, mais côté obscur, si on peut dire ainsi, côté dark, utilisent l'IA pour parfaire leur méthode d'attaque. Il y a quelques mois de cela, en France, par exemple, il y a eu des attaques qui ont été perpétrées par des apprentis cyber parce qu'ils ont utilisé justement les méthodes des logiciels IA. Donc, il y a une sorte d'ambivalence. C'est-à-dire, une ambivalence, c'est quelque chose qui a une propriété à son contraire. L'IA, c'est ça, comme la cybersécurité. Maintenant, chacun va se positionner par rapport à ce qu'il a, par rapport à l'éthique. Parce que l'éthique, c'est quelque chose de très, très important qu'il ne faut pas négliger. Donc, on peut utiliser les IA. De toute façon, utilisons l'IA parce que, comme on le disait à l'époque des Lumières, même si ça n'a pas le même sens, on ne peut arrêter le progrès. On n'arrête pas le progrès. Ça, c'est à l'époque des Lumières, siècle des Lumières, 1800. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément la même connotation, mais c'est juste pour dire que, qu'on le veuille ou pas, les IA vont avancer. C'est-à-dire les découvertes vont se poursuivre. Maintenant, est-ce qu'on va rester au bord de la route à regarder le train passer et à se dire, bon, est-ce que c'est prudent de monter dedans? Est-ce que nous n'avons pas ce droit en tant que pays africain, continent, parce que nous devons aussi prendre nos responsabilités
et donc destiné pour voir ou pour améliorer nos conditions, non seulement de vie, de travail, mais également de recherche scientifique. Et cette école-là, c'est pas pour faire la publicité, je ne suis pas payé pour ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire, est l'une des écoles qui m'a marqué parce que ça fait 3 ans qu'on collabore.